Bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de Débat sans frontières, un numéro consacré totalement à l'Algérie. Nous allons revenir sur la situation actuelle, sur le Hirak. Nous allons parler aussi du gel des avoirs des responsables algériens à l'étranger. Nous reviendrons sur la dernière loi sur les hydrocarbures. Mais avant tout cela, nous allons parler mémoire. Nous allons parler du 17 octobre, à la veille du 1er novembre. Je vous laisse regarder un reportage à Paris. Encore une fois, il y avait beaucoup d'Algériens, beaucoup de responsables, beaucoup de politiques français qui sont venus par devoir de mémoire. Une stèle a été inaugurée par Anne Hidalgo. Notre équipe était sur place. Je vous laisse regarder le reportage. Les questions de mémoire sont toujours douloureuses et demandent du temps. Je l'ai vécu dans le cas de l'affaire Maurice Audin. J'étais l'un de ceux qui ont poussé pour que la France reconnaisse le rôle de l'État dans la disparition de Maurice Audin. Et il s'est écoulé finalement 61 ans entre le moment où Maurice Audin a été enlevé et assassiné et le moment où le président Macron, dans une lettre historique, a reconnu, a fait le travail de mémoire correspondant. Disons que mes parents étaient algériens pendant la guerre d'Algérie. Ils se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie. Mon père est décédé parce qu'il a été arrêté, torturé, exécuté par l'armée française. Et ma mère a passé sa vie à d'abord essayer de le retrouver, puis essayer de savoir la vérité, de faire punir les coupables, puis finalement simplement faire reconnaître la vérité au moins par l'État, ce qui a été le cas. Le président de la République française est effectivement venu le 13 septembre de l'année dernière chez elle pour lui remettre une déclaration où il reconnaissait que, en particulier, la torture était un système qui permettait de terroriser la population, pas du tout d'essayer de déjouer des attentats ou je ne sais quoi, mais qui servait essentiellement à terroriser la population algéroise et algérienne en général. Et que une des victimes, c'était mon père, mais qu'il y en a eu des milliers comme ça, des Algériens. Et il y a un site actuellement, milot.org, qui essaye de recenser, de faire appel aux témoignages sur toutes les victimes de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, qui est plutôt une répression qu'une bataille, parce que bon, il n'y avait qu'une armée dans le coup, c'était l'armée française. Les choses prennent du temps, mais c'est important quand elles se réalisent. Quand le travail de mémoire s'accomplit, cela permet de regarder le futur. En tant que franco-algérien, je tenais vraiment à être présent aujourd'hui pour commémorer les événements du 17 octobre 1961 qui ont coûté la vie à de nombreux Algériens qui ont été jetés dans la Seine. Et se rappeler ces moments forts de l'histoire, c'est aussi ne pas les oublier. Nous attendons aussi de la France un peu plus de reconnaissance envers les événements du 17 octobre, car c'est très important. Bon, ce qui est très important aussi de se rappeler, c'est que la France a reconnu sous différents présidents de la République ce qui s'est passé en Algérie, mais il y a encore des efforts à faire pour reconnaître ces événements. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette reconnaissance totale des crimes coloniaux, parce que le crime du 17 octobre 61 ne fait que partie d'un nombre de crimes plus importants. On est là chaque année aux commémorations et la maire de Paris, sur une proposition de son adjointe Catherine Vieux-Charrier, s'était engagée à faire
d'abord à poser une plaque qui a été posée, puis ensuite à avoir quelque chose de plus beau, de plus digne. Et c'est cette œuvre d'art qui est magnifique. Et le texte qui a été lu de Didier Denex l'était aussi, tout autant. Et je crois que c'est un juste hommage au pied de la préfecture de police à ces événements tragiques, terribles, encore révoltants aujourd'hui. Et donc il faut se souvenir, il faut commémorer, et il fallait une œuvre d'art digne, elle est là, et je crois qu'elle est très belle. Cette stèle, cette manifestation, ici, sont des marques d'un travail de mémoire important dont nous devons nous réjouir. Notamment saluer le courage de nos martyrs qui se sont battus pour leur liberté. Et j'ai beaucoup d'émotions à être présent aujourd'hui. Et je souhaiterais aussi pouvoir partager ce moment avec mon amie Malika, qui elle aussi m'a accompagné pendant cette cérémonie. Oui, effectivement, c'est une journée de devoir de mémoire, la mémoire de tous ces Algériens, qu'ils soient en Algérie ou en France, en cette journée du 17 octobre, pour tous ces martyrs qui sont morts pour la liberté, pour vivre libre. Et oui, c'est un devoir, et il est très important, très important, de transmettre cette histoire. Parce que les blessures qui ne sont pas guéries ont tendance à se réouvrir. Et à travers l'histoire, on a eu des preuves et je dirais des épisodes qui se renouvellent, et y compris aujourd'hui. Je suis très content d'être à cette cérémonie et de rencontrer des Algériens qui participent au mouvement actuel, parce que je pense que le mouvement actuel, c'est la continuation de la lutte de mes parents. La révolution a été un peu confisquée et une Algérie libre et démocratique, oui, c'est important. Bien, avec moi sur le plateau ce soir pour parler donc de l'Algérie, Belaïda Ben, historien, écrivain, bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Maître Hachmi Belhoussine, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vous qui vous occupiez donc d'essayer de récupérer ces avoirs algériens à l'étranger. Exact. Nous reviendrons sur ça et ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Avec nous aussi M. Ali Benouari, ex-ministre. Vous êtes aussi président du parti Nida Al-Watan. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir sur la loi des hydrocarbures. On va revenir notamment sur ce travail donc, de récupération des gels des responsables algériens à l'étranger. Avec moi aussi mon ami Mohamed Hadou qui va être mon chroniqueur dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. On a vu donc le reportage. Je vais commencer par vous, M. Belaïda Ben. On a vu encore une fois, il y a eu des Algériens, il y a eu des responsables algériens, il y a eu des citoyens algériens, il y a eu des députés, des responsables politiques français qui sont venus pour partager ce moment de mémoire. Aujourd'hui, il est toujours aussi important que ça, presque plus de 60 ans maintenant, de venir encore une fois, de parler, de raconter ces histoires de ces Algériens. Certains ont été jetés à la Seine. Tout à fait. La question qu'on peut se poser, pourquoi un tel massacre au cœur de Paris, c'est bien le cœur de Paris, dans un pays qui est censé être la patrie des droits de l'homme. Je me suis posé beaucoup de questions, bien sûr. La première des questions, d'abord, pourquoi cette marche? Très brièvement, la marche, en fait, c'est un acte politique. Elle permettait de relayer une lutte armée essoufflée, donc par des manifestations populaires et des marches. L'autre question, pourquoi la violence de cette répression? Eh bien, tout simplement parce que l'idée d'indépendance de l'Algérie était déjà évidente pour l'opinion publique internationale et même pour l'opinion publique française. La réaction du national-colonialisme français a été extrêmement brutale parce qu'il y avait encore l'idée de supériorité raciale. Les indigènes n'ont pas le droit de demander des droits. Voilà, c'est l'explication qu'on peut donner à cette répression extrêmement violente. Quand on voit justement toute
ces images, on voit des images, quand on voit ces jeunes et moins jeunes venir se remémorer ce qu'ont vécu les Algériens dans les années 60, et quand on voit aujourd'hui la diaspora algérienne qui n'a pas sa place en Algérie, comment vous pouvez l'expliquer après tout ce que les Algériens de France et d'ailleurs ont fait et continuent peut-être à faire pour l'Algérie depuis la dernière constitution? Oui, ils n'ont pas du tout de place. Il y a clairement une régression. La diaspora, en tout cas la diaspora algérienne en France, était considérée comme la 7e wilaya pendant la guerre. Son apport a été décisif sur bien des plans, et notamment sur le plan financier, du financement de la lutte armée. Et il est triste aujourd'hui de constater que la diaspora, malgré son potentiel, aujourd'hui, la diaspora est clairement disponible et disposée, et elle est capacité d'aider le pays dans ce moment, dans ces circonstances extrêmement compliquées. Elle est ignorée, elle est ostracisée, elle a été exclue par les amendements de la Constitution de 2016 de l'exercice de ses droits politiques, donc elle est électrice mais pas éligible, et elle ne peut pas non plus être appelée à occuper des fonctions supérieures de l'État. C'est triste. Et le 17 octobre, précisément, vient rappeler l'importance de la diaspora. La violence des massacres témoigne précisément de l'engagement et de la détermination de nos frères de l'époque. Et je rejoins Boulaïd quand il dit que le contexte n'était pas un contexte ordinaire. Et ça survenait 6 mois après le putsch d'Alger qui a failli renverser le général de Gaulle. Et le putsch d'Alger d'avril 1961 survenait 4 mois après le 11 décembre. Une autre date marquante, le 11 décembre 1960, c'est ce jour-là que de Gaulle avait dit De Gaulle avait dit textuellement, c'est ce jour-là que j'ai compris que l'Algérie ne sera jamais française. Maître, c'est un crime d'État qui a été caché, ignoré pendant des années, jusqu'à ce que peut-être François Hollande arrive et reconnaisse ces massacres. Aujourd'hui, tout a été fait, notamment politiquement, mais notamment juridiquement, tout a été fait concernant cette affaire des moments du 7 Non, on est loin, on est très 61. loin. Tout d'abord, c'est mes meilleures pensées, évidemment, pour toutes ces victimes, leurs proches, leurs descendants et descendantes. Mais le travail juridique et judiciaire n'a pas encore commencé. Et j'espère vivement que tôt ou tard, en tout cas, qu'on fasse ce travail. D'abord, c'est un devoir de mémoire. Et puis, deuxièmement, c'est vraiment un devoir de justice. Et puis, j'espère que ça va être fait. Très bien, je reviens vers vous et puis après j'irai voir mon chroniqueur. Vous le dites plusieurs fois, M. Aben, vous le dites parce qu'on est aussi à la veille du 1er novembre. Vous dites qu'il faut renouer le fil de l'histoire qui a été rompu en 62. Aujourd'hui, les jeunes justement revendiquent un changement. C'est l'occasion, le 1er novembre arrive, c'est l'occasion justement pour faire redémarrer cette Algérie peut-être rêvée par les révolutionnaires. Tout à fait, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a eu un processus qui a été interrompu. Et nous aurons à débattre justement de ce sujet. C'est que c'est toujours la dualité entre le politique et le militaire. Et en 62, il y a eu émergence d'un hégémonisme militaire qui a pris le pouvoir et qui a mis un coup d'arrêt à l'histoire du pays. C'est dans ce sens-là que je dis et répète qu'il faut renouer le fil de l'histoire interrompue, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux soumamiens, c'est-à-dire ce que réclame d'ailleurs le Hirak, c'est la primauté du politique sur le militaire, un État civil et non militaire, et ce sont les revendications princeps du Hirak. C'est ça les revendications du Hirak aujourd'hui, c'est la priorité du civil, comme le disait Aban à son époque. Sûr. La priorité qui est principale et qui est très claire, c'est le retour du pouvoir aux civils qui a été confisqué par les militaires il y a 57 ans. Donc c'est renoué effectivement avec une histoire interrompue. La guerre d'Algérie, en somme, où l'indépendance a été compromise par ce coup d'État de l'indépendance. Et aujourd'hui, le peuple algérien, comme hier, demande la liberté et la dignité. Ce n'est pas des émeutes pour le pain, c'est des émeutes pour la liberté et la dignité. Très bien. Est-ce que tu as une question avant d'aller voir un reportage justement sur la présence des jeunes et de notre diaspora hier, le 17
à la place de Saint-Michel. Donc d'abord, ce n'est pas seulement un devoir de mémoire, mais au milieu d'une situation que traverse l'Algérie aujourd'hui depuis le 22 février. Donc le peuple algérien, que ce soit en Algérie, que ce soit ici, on peut dire qu'il commence à se réconcilier avec son histoire, à chercher à savoir encore plus, parce que, comme vous le savez, l'histoire a été falsifiée après l'indépendance. Donc le peuple aujourd'hui, il commence vraiment à se réconcilier avec l'histoire, et même on peut faire la liaison. Alors, est-ce qu'on a la question? Oui, il y a la question pour M. Blaïd Aben. Donc peut-on considérer que le combat de la révolution de l'indépendance et celui qu'on connaît aujourd'hui est le même, puisque pour certains ils disent que pendant la révolution les martyrs se sont sacrifiés pour libérer les terres, et maintenant c'est une révolution pour libérer le peuple et la parole et la liberté elle-même. Exactement. Pendant la Révolution, il y avait un objectif fondamental, c'était la libération nationale. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup le terme de guerre de libération nationale. Libérer le territoire et la nation. Donc c'est une sorte de destin collectif. Ensuite, sont venus les événements de 88 où on commençait à penser libération individuelle. Mais ça a été très rapidement dévoyé notamment par la décennie noire. Et là, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est véritablement la revendication d'un épanouissement individuel, d'une identité citoyenne. Et d'ailleurs, je ferai remarquer qu'on ne demande ni de revendication identitaire, ni économique. Mourad, il veut toujours m'interrompre au moment où j'ai des choses importantes à dire. Nous allons revenir, et c'est mon rôle parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va jusqu'à République. On va voir un premier reportage donc, de la diaspora des Algériens qui sont venus. Tout d'abord, on va voir ce qu'ils pensent de toutes ces arrestations. Je vous invite à regarder ce reportage. Je pense que nous devons rendre hommage à nos militants. Ça fait même pas 2 jours que le président de l'association a été kidnappé, arrêté, puis il a passé en justice hier, sans même pas avoir un droit de défense. Il est maintenant à Al-Harrach. Il a rejoint les 9 autres militants de Rage. Ils sont actuellement à 10 en tout, militants de Rage qui sont en prison. Parmi ces détenus, il y a le père de cette chère militante, Dounia Addad, Hakim Addad. Effectivement, il y a 10 personnes de Rage maintenant qui sont en prison, ce qui est dont mon père et des amis de l'association. Ça, ils arrêtent les hommes libres. Tous les hommes libres qui demandent l'indépendance et la liberté d'opinion et d'expression, qui n'ont pas les mêmes idées que le régime en place, se font emprisonner. Donc ces gens-là, ce sont des héros nationaux. À leur sortie de prison, on va les considérer comme les grands moudjahidines de la révolution nationale de 1954. Ce sont des arrestations illégitimes, illégales, non justifiées sous aucun texte légal de loi. D'abord, ce ne sont pas des arrestations, c'est une prise d'otage. Les mots en politique, encore une fois, ils ont leur sens. C'est un régime qui se nourrit de violence, c'est un régime qui croit qu'en arrêtant les personnes, on allait arrêter les consciences d'agir. La conscience algérienne, elle se manifeste à travers la conscience sociale. Et la conscience sociale, ils ont dit non à la loi de finances. La conscience économique, le peuple algérien a dit non à la loi des hydrocarbures. La conscience politique, ils ont dit non à cette mascarade électorale. La conscience patriotique, ils ont dit et une conscience mondialisée, ils ont dit non. L'Algérie ne va pas être un wagon dans le train du nouvel ordre mondial financiarisé et déshumanisé. Vraiment, c'est vraiment répugnant au jamais d'héros. Les prisonniers تاع الآراء هادو غير حبوا يديروا برك لازيزاني في لي زالجيريان سينو هما اللي لاقي يدخلوا لا بريزون ماشي هادو لي ميليتون اللي يحاربوا باش يخرجوهم هما
فهمتني؟ مي كاين يوم ان شاء الله النصر للجزائريين وتحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. Vive l'Algérie. Que malgré cette escalade de la violence, le peuple, les manifestants, le peuple algérien a montré sa maturité. Parce que non seulement il n'a pas peur, mais en plus, il les dénonce justement la loi sur des hydrocarbures. Le régime est dans l'impasse. Le régime est le problème de l'Algérie. La révolution, le Hirak, le peuple est la solution. Vous me diriez bien sûr, mais on ne voit pas. Vous ne voyez pas cette communion du peuple? Vous ne voyez pas combien de solutions il existe? Vous ne voyez pas combien de plateformes que le peuple algérien a pu mettre en place? Il n'y a de solution qu'à celui qui ne veut pas voir. Rien ne pourra arrêter un chemin dans le sens de sa libération. Et aussi, disons au commandement militaire, partez, c'est l'heure, le 1er novembre 54 fut la date du déclenchement de la guerre de libération nationale. 1er novembre 2019 sera une date grandiose, énormissime, dans la joie, dans la bonne humeur. Et vous allez partir, تنحوا كاع. Bien, donc c'est des images rapportées par nos équipes à Place de la République. Je vais commencer par vous, le juriste, l'avocat, Maître Belhoussine. Est-ce qu'on voit des arrestations, plus d'une centaine? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la justice est toujours aux ordres en Algérie? Paradoxalement, oui et non. D'un côté, oui, elle est tout à fait aux ordres, mais par contre, j'aimerais quand même rendre un sérieux hommage à des juristes, à certains juges, à certains procureurs avec qui j'avais fait mes études en Algérie. Ils font un travail formidable dans des conditions extrêmement difficiles. Ils ont vraiment peur de pouvoir vraiment faire leur travail de manière indépendante et ils font de leur mieux. Donc c'est très important que je rende cet hommage. Par contre, c'est une espèce minoritaire, à mon avis, en voie de disparition, qui est en train également de court-circuiter l'indépendance, le principe même de l'indépendance de la justice algérienne. Commence pour toi, tu auras une question? Oui, bien sûr. Donc, nous avons vu pendant le Hirak plusieurs arrestations. Donc, nous avons vu récemment, on peut les qualifier, enfin, certains experts les qualifient, certains juristes d'ailleurs les qualifient de kidnapping. Donc, sans droit de défense, sont présentés devant la justice sans droit de défense. Donc, vous avez dit qu'il y a des personnes qui essayent de faire leur travail dans un cadre de jurisprudence respecté, quoi. Mais ma question, c'est que est-ce que le problème de la justice en Algérie est un problème de personnes ou un problème de séparation de pouvoir? Les deux. Le problème, il est beaucoup plus profond. Et il vient de très très loin, sans faire des diatribes historiques. Il est vraiment profond. Le premier problème, c'est que le système, maintenant, ils se sont vraiment menacés. Et puis, face à la panique, il fait fi de toute loi.
Et le but, c'est d'essayer, si je peux le dire comme ça, de faire une contre-révolution, ce qui explique justement ces arrestations. Ce que j'aime pas, parce que le diable se trouve dans le détail, le kidnapping, c'est vraiment pas la bonne terminologie. C'est faire sensation, restons très professionnels. Ces arrestations ne sont fondées sur aucune base légale déjà en Algérie, ce qui explique déjà une mobilisation à plusieurs reprises des magistrats, des procureurs, même minoritaires soient-ils, et beaucoup plus en renfort des avocats. Et le 24 octobre, ils vont sortir en masse. Et il y a la deuxième partie qui est très importante également. Je ne suis pas seul, on est plusieurs Algériennes et Algériens à l'étranger qui également entreprenant des procédures au niveau des ONG, droits de l'homme, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est inimaginable de voir un gouvernement suisse ou américain ou autre ne pas tenir compte justement du paramètre du respect des droits de l'homme. Soyons pas naïfs, personne n'est naïf dans cette histoire, mais la pression, elle est vraiment importante de pouvoir l'entreprendre. Je poserai la question à vous deux, je commencerai peut-être par M. Benouaré. Quand on voit ces arrestations, on voit le Hira qui dure maintenant, c'est son 6e ou 7e mois. Ils n'arrivent pas à s'entendre finalement entre eux pour avoir donc des représentants des élections qui s'approchent. Est-ce que tous ces facteurs, et notamment le facteur temps, ne jouent pas contre le Hirak? Est-ce que finalement, on sort le vendredi, on vient, on revendique, le soir on rentre à la maison, voilà, il y a les étudiants aussi, et au final après, les choses reprennent leur cours? Oui et non. Oui, parce que le temps effectivement manque, le temps nous manque pour réaliser une transition, pour réussir une transition qui nécessairement prend des années, 3 à 5 ans en moyenne en général. Ce temps, nous ne l'avons pas. Donc c'est clair que tant que nous n'avons pas pu trouver une solution, nous nous acheminons vers une situation où le chaos qui s'installera par suite de la crise économique, de la faillite financière de l'État, amènera ou ramènera l'enjeu démocratique à un niveau secondaire. C'est ça, à mon avis, le plus grand risque. C'est qu'un jour, les conditions de vie deviendront tellement difficiles qu'elles prendront le pas sur l'enjeu démocratique. Donc le temps politique, ici, est en conflit avec le temps économique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Comment on trouve des solutions vous-même? Comment vous voyez, vous, une sortie de crise? Qu'est-ce que vous nous proposez? La solution n'est hélas pas simple, ça tout le monde le sait. Néanmoins, je crois que, comme je le dis depuis le 22 février, il faut aller au plus simple. Je dis toujours, nous avons dans notre boîte à outils ancestrale des solutions applicables dans des cas de crise comme celle-ci. Quand les membres d'une même famille, ou d'un village, ou d'une tribu se disputent, parfois violemment, ne s'entendent pas, n'arrivent pas à s'entendre, on fait appel à ce qu'on appelle l'uqal, les sages. C'est le Juma'a en Kabylie. C'est fatal parce qu'il n'y a pas... Et nous sommes à peu près dans ce cas de figure. Nous avons besoin de sages qui puissent arbitrer. À la place de qui? Mais à la place de représentants du Hirak qui n'existent pas. Il ne faut pas tromper les gens. Le Hirak n'a pas de représentants. Il ne peut pas en avoir tant que de l'article 7, on ne passe pas à l'article 8. C'est l'article 8 qui donne sa substance à l'article 7. Que dit-il? Que le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire de représentants élus. Donc déjà, ceux qui disent application de l'article 7 et de l'article 8 sont en pleine confusion. Nous n'avons pas la possibilité de faire appliquer l'article 8, donc de dégager des représentants capables de recevoir des mains de l'armée le pouvoir qu'elle a confisqué. Donc il faut qu'on trouve une solution. Et cette solution, personnellement et depuis le début, je ne la vois que comme l'obligation dans laquelle se trouve l'armée, et nous sommes là, le Hirak, pour faire pression sur elle, pour qu'elle aille dans ce sens, l'obligation de remettre le pouvoir à une ou à quelques personnalités qu'elle désignera, mais qui devront être avalisées, acceptées ou rejetées. Rejet ou plébiscite par le peuple. Ainsi, les sorties des vendredis et du mardi viendront dire oui ou non si nous acceptons ces personnalités comme crédibles ou pas. Je ne vois pas, personnellement, d'autres solutions. J'ai beau tourner et retourner le problème dans tous les sens, mais en tout cas, permettez-moi juste, pour ne pas que des gens se trompent sur le sens de cette idée, c'est que ces personnes sages n'auront pas comme tâche de diriger le pays
mais juste de servir de tampon, c'est-à-dire recueillir l'amana, le pouvoir des mains de l'armée, et entamer un processus de transition dont la finalité est de dégager des représentants qui eux, recevront le... Très bien. On a l'impression, M. Blaïda Ben, M. Benouari, il y en a pas mal aussi de personnalités comme lui, de partis politiques, qui proposent un peu cette période de transition, un groupe de personnes sages qui vont gérer. Pourquoi l'armée ne veut pas? Pourquoi l'armée s'entête à aller vers des élections? Elle a peur de quoi finalement? Est-ce qu'il y a des choses que nous-mêmes on ne maîtrise pas, on ne connaît pas? C'est là le véritable facteur de blocage. D'un côté, nous avons une armée qui refuse la transition politique. Et pour répondre à la question, l'armée ne veut pas perdre la main sur le processus de transition. L'armée souhaite faire une transition intrasystémique, changement dans le système. C'est pour elle la meilleure façon d'avoir le maximum de garanties. D'abord pour l'armée, pour la stabilité et pour probablement des personnes. Voilà. Et d'un autre côté, nous avons un mouvement populaire qui ne veut pas de solution imposée par l'armée, c'est-à-dire la solution des élections, parce que c'est changer le chapeau, j'allais dire, à un monstre pour le reconduire. Parce que le système actuel, chaque jour qui passe, nous apporte la preuve que c'est complètement vermoulu et qu'il n'est pas amendable ni reconductible. Voilà la véritable question. On est dans une situation de blocage total. La seule évolution possible, c'est le forcing du Hirak, et moi je suis persuadé que le Hirak n'abdiquera pas, que le Hirak va aller crescendo jusqu'aux élections, et notamment à l'occasion du 1er novembre, et que ça pourrait peut-être amener l'état-major à se poser la question, à revenir vers la voie de la sagesse, à se dire je ne peux pas organiser des élections que le peuple ne veut pas. Et à ce moment-là, toutes les solutions sont possibles. Voilà. Et je ne veux pas rentrer dans le détail des solutions que nous allons détailler cet après-midi. Oui. À votre avis, il n'y aura pas d'élection donc le 12 décembre? À mon avis, je vois mal comment elles peuvent se tenir, très sincèrement. Mais je ne suis pas le seul, rassurez-vous. Je ne crois pas qu'il existe un Algérien sincère, pour croire que cette élection se tiendra normalement. Et d'ailleurs, même si elle devait se tenir, quel poids, quelle force aura le président qui en sortira? Eh bien, ça ne réglera rien et le Hirak continuera et qui rendra la vie impossible à ce président et au gouvernement qu'il désignera. Donc, à mon avis, cette élection est un coup en blanc, qu'elle se tienne ou qu'elle ne se tienne pas. Très bien. J'aimerais poser une question rapidement, parce qu'il a parlé de situation de blocage, que l'armée n'a pas exprimé de volonté d'y aller vers un processus de transition. Donc, et si on prend aussi des arrestations que nous avons vues récemment et certaines violences envers les étudiants, donc peut-on considérer que le Hirak, depuis le 22 février, a réussi à démanteler le système politique en Algérie? À démanteler? À démanteler, oui. À démanteler? Non, pas encore. Ben justement, sinon, si le système avait été démantelé, les choses auraient évolué très vite. Ce qu'on peut dire à propos de ces arrestations et de ce raidissement de l'armée, c'est que c'est un signe de faiblesse. D'abord un signe de faiblesse. Deuxièmement, le système actuel utilise toujours les ruses qui sont éculées depuis le début de l'indépendance, je dirais même depuis l'époque coloniale, c'est-à-dire les ruses de la diversion et de la division. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas mener le pays dans la bonne voie. Il faut arrêter ça, il faut arrêter d'opposer les Kabyles, les Arabes, les machins, etc. Tout ça, c'est très vieux, ça ne marchera pas. La voie de la sagesse, c'est de se dire, il faut aller vers le peuple et s'asseoir pour dire, on va faire la paix, et de discuter, de rassembler tout le monde et de discuter de l'avenir de ce pays. C'est la meilleure solution pour la nation, pour l'État algérien, et c'est la meilleure solution pour l'armée qui sortira grandie, et notamment ses chefs. Vouloir persister dans cette voie-là, c'est vouloir aller dans un cycle de violence et ne pas vouloir le bien de ce pays et de l'intérêt collectif. Et je termine par vous, avant d'aller voir le reportage sur notamment les élections et revenir. Vous, qui êtes donc à l'international, vous allez à l'ONU, quelques autres instances. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas une pression sur le pouvoir algérien pour qu'ils prennent en charge vraiment les revendications du Hirak.
J'ai envie de vous dire, détrompez-vous, parce que effectivement, j'ai sillonné beaucoup de villes ici en Europe. Après avoir fait le Hirak à Alger, puis je viens de rentrer du continent américain où j'étais dans le nord, notamment au Canada, dans différentes villes, et puis aux États-Unis et tout. La pression, elle est vraiment là. J'ai eu à discuter surtout avec des Algériens et des Algériennes qui vivent là-bas et qui ont des compétences vraiment très élevées. Il y a des juges à New York, il y a vraiment de tout. C'est impressionnant. Et chacun travaille de son côté. Je peux vous donner un exemple concret. Récemment, des membres du Congrès américain étaient à Alger, n'est-ce pas? À leur retour, ils ont demandé à discuter avec les Algériennes et les Algériens. Il y a un hearing qui va avoir lieu tout bientôt aux États-Unis. Donc la pression exercée, j'aime pas le mot diaspora parce qu'il a une connotation un peu péjorative. Je préfère parler des Algériennes et des Algériens tout court. Comme ça, on sort de l'article 53 qu'il a voulu, justement. Et le travail, il se fait. Il y a énormément de pression. Et je sais exactement de quoi je parle également, même ici en Europe, que ce soit en Suisse ou au sein de l'Union européenne, nous mettons également la pression, c'est vraiment très important. Je finis juste avec une précision. Oui. Tout à l'heure, on avait parlé de l'armée et je préfère juste apporter une précision. En arabe, on dit « jish jishna ». Cette armée est l'armée du peuple algérien. J'aimerais juste préciser une chose. Il y a beaucoup de patriotes, il y a des gens loyaux, honnêtes, qui travaillent dans des conditions difficiles. Par contre, il y a une minorité au sein de l'état-major qui veut maintenir le statu quo. Et c'est pour ça que le rapport de force dans la rue, il s'exerce depuis 34 semaines. On arrive aussi à la 35e semaine. Et ça, c'est vraiment très important. C'est le propre de toute révolution. Tant que durera ce rapport de force, à mon avis, c'est vraiment pas l'armée ou cette partie-là qui va gagner. On retourne voir ce que pensent les Algériens justement des élections de décembre qui arrivent. Je pense que les concepts ont leur politique, ont leur sens. Nous pouvons parler de tout, sauf faire offense au mot élection. Parlez-moi de mascarade, la question elle s'y est. Elle a du sens. Mais je crois qu'au même titre que tout le peuple algérien, il n'y aura pas cette mascarade. On veut aller vers des élections propres, on va aller vers une vraie démocratie, on veut élire un président issu de la volonté du peuple pour la première fois que ce peuple aura sa souveraineté. Sultan al-Shab, c'est ça qu'on souhaite. Ces élections, elles sont décidées par un régime militaire. Je leur concède les organiser à la coupole parce qu'il y aura 5000 votants. Le peuple algérien en entier est contre le renouvellement du 5e mandat. Donc on n'ira pas voter le 12 et on empêchera ce vote-là. On est contre, il n'aura pas lieu. Le peuple algérien veut un vote, on veut des élections présidentielles, mais sous d'autres formes et sous d'autres conditions. Et les conditions du peuple, tout le monde les connaît, je ne vais pas les énumérer parce que la liste est longue. On veut avoir une armée forte et solide, on n'est pas contre l'armée, mais que on sépare les choses, chaque chose dans sa part. L'armée est là sa mission, le politique est là, il doit être guidé, assumé, géré par des politiciens et non pas par des militaires. On veut un état civil
civil et non pas un État politique militaire. On veut un État politique civil. C'est Moussa El Hadj Moussa. Non, on n'attend rien des élections. Il ne faut pas aller aux élections. C'est complètement ridicule. Mais bon, ils sont capables de faire des élections avec 5% de la population. On a déjà vu des populations, des élections se fabriquer de la sorte. Mais de toute façon, le mouvement contestataire ne s'arrêtera pas aux élections. Il n'y aura pas d'élection, on met de couche, le vote. Parce que le peuple il demande un changement de système radical et de l'autre côté, on nous demande d'organiser des élections. Moi, je pense qu'ils n'auront pas lieu. Ils n'auront pas lieu. Il n'y aura pas d'élection. Mais cache le vote ou lâche le vote. On va vous le dire sur toutes les langues. Bien, on vient de voir que les Algériens ne veulent pas les élections, mais moi je vous pose une question, peut-être que se posent d'autres Algériens. On vient de voir les élections en Tunisie. On le disait tout à l'heure en préparant l'émission que le Soudan finalement s'en sort assez bien, même si on ne peut pas comparer. Je commencerai peut-être par vous, Monsieur Benouari. Est-ce que les Algériens finalement ne pourraient pas s'unir, se dire voilà, on va s'unir, tous ceux qui viennent dans le Hirak là, on va choisir un candidat, on va aller à ces élections, on va les surveiller, on va gagner. Vous en pensez quoi? C'est très idéaliste comme vue. Le monde ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Le monde de la politique, que ce soit chez nous ou ailleurs. Quand vous dites les Algériens doivent s'entendre sur un candidat, c'est malheureusement impossible. Comment dire, c'est tellement évident que je n'ai pas envie d'aller plus loin. C'est pour ça d'ailleurs qu'un pays s'organise en partis politiques, chacun reflétant une sensibilité idéologique ou politique donnée, ayant un programme. Aujourd'hui, vous dites, c'est comme si vous disiez aux Algériens, qu'importe ce que pense le candidat sur le plan économique, sur le plan de la transition, sur tous les plans. Il faut juste qu'on l'élise pour avoir quoi? Pour avoir un changement. Ça sera une illusion du changement. Ça ne marchera pas parce qu'il ne peut pas y avoir un candidat consensuel. Et d'ailleurs, je vous pose la question, qui va voir ce candidat? Les actuels partis politiques? Si nous avions une classe politique représentative, à la limite, les partis pourraient se réunir et décider de présenter un candidat commun. Voilà. Alors, je reviendrai vers vous parce qu'on va revenir sur cette opposition. Oui. Je rappelle que votre parti, Nida Al Watan, n'a pas encore son agrément. On va revenir sur cette opposition donc, pour en parler. Mais je vais vers M. Aban. Il disait tout à l'heure peut-être, et vous avez fait appel à l'état-major, à la sagesse, à écouter les revendications du Hirak. Lui disait peut-être que l'état-major ne s'entend pas. Est-ce que vous pensez que ces élections pourront amener justement à ce qu'il y ait une dissension au sein des membres de l'état-major? Vous pensez qu'ils vont tenir comme ça unis jusqu'au bout? Franchement, je ne sais pas s'ils vont tenir unis, comme vous dites. Le problème, c'est qu'ils sont tous sur la même galère. Et donc, ils ont quand même une communauté d'intérêts. Et maintenant, le problème, c'est que l'état-major n'a pas une vision politique du problème. Comme je le disais en off tout à l'heure, c'est une vision beaucoup plus autoritaire et militaire. C'est-à-dire les militaires pensent qu'ils sont légitimes à décider de l'avenir politique du pays. Or, aucune loi fondamentale, ni la Constitution ne leur donne ce droit. Et la seule voie de la sagesse, et pour nous, pour ceux qui réclament, c'est l'application du principe de réalité. L'armée est là, elle doit faire un effort pour
vers le Hirak, et le Hirak doit admettre qu'on ne peut pas se passer de l'armée. Donc la transition politique, oui, c'est ce que demande le Hirak. La participation de l'armée, oui, parce que nous ne pouvons pas, aucune solution ne peut se faire sans l'accompagnement de l'armée. Même s'il y a une période de transition, il faut qu'elle soit protégée. Or, qui va la protéger? C'est l'armée. Et nous allons revenir, si on a le temps, sur la solution préconisée pour justement aller vers une transition démocratique, avec l'accompagnement de l'armée. Très bien. À vous deux, je vous la pose à vous deux, je reviens vers vous aussi. Je parlais tout à l'heure, quelle était votre solution? L'armée, est-ce qu'il faut aller négocier avec l'armée? Est-ce qu'il faut se mettre à table? Est-ce que l'armée elle-même doit reconnaître... Quand on dit négocier avec l'armée, ça suppose qu'il y a des forces qui sont habilitées, légitimées pour cela. Elles sont où, ces forces? Elles n'existent pas. Voilà déjà une première manière de baliser ou de répondre à votre question. Il n'y a pas deux partis qui ont la légitimité pour négocier entre elles, l'armée d'un côté et l'opposition de l'autre. Parce que l'opposition est désunie, parce que le système a fait le vide politique en 57 ans. Il s'est arrangé pour que ceux qui paraissent ou apparaissent comme étant comme représentants des courants politiques, au fond, ne savent pas eux-mêmes combien ils pèsent dans la société. En dehors d'élections libres, personne ne sait ce qu'ils pèsent dans la société. Et donc ne peut pas parler au nom de cette société. Par contre, l'armée exerce un pouvoir de fait, un pouvoir réel, comme disait Sébilrid, et on doit en tenir compte. Pourquoi? Parce que, imaginez que une hypothèse vraiment purement théorique, toute la population algérienne s'entend sur un nom en lui disant « voilà, c'est celui-là qui nous représente ». Et il irait frapper à la porte d'El Mouradia où il irait prendre possession du pouvoir. C'est l'armée qui a les clés du pouvoir. Et l'armée ne peut le remettre qu'à des gens qu'elle considère ou que la société considère comme légitimes. Le problème est terriblement compliqué et c'est tout le problème de la transition en tant que période charnière, tampon, entre une étape où c'est l'armée qui a le pouvoir et une autre étape où c'est les civils qui ont le pouvoir. La transmission de ce pouvoir des militaires aux civils pose question, pose problème aujourd'hui. Très bien, je reste là parce que peut-être qu'il y a des solutions par là. Alors, quelles sont les solutions? La question qui est toujours dans les bouches, dans les esprits, pourquoi le Hirak ne sécrète pas ces représentants avec lesquels pourrait éventuellement parler l'armée? Mais le Hirak les a sécrétés. Ils ont été arrêtés. C'est ça le véritable problème. Il y a des gens auxquels ferait confiance le Hirak. Ils étaient là. On ne peut pas les citer, vous les avez mis en photo tout à l'heure. Le véritable problème, c'est que le Hirak, il avance comme un bloc et il veut faire pression sur l'état-major pour que l'état-major dise « Ok, on vous a entendu, asseyons-nous ». Tant que l'armée n'est pas venue à cette idée-là de négocier, de se poser, le Hirak restera un bloc monolithique. Il n'y aura pas de représentant. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un représentant émerge, les Belarbi, les Tabou, les Boubala, etc., ils sont arrêtés. Comment voulez-vous qu'on en secrète encore pour qu'ils soient arrêtés? C'est ça le véritable cœur du problème. L'armée a un rôle déterminant à jouer. Il faut qu'elle dise « Ok, vous êtes le peuple, vous ne voulez pas d'élection, on vous entend, asseyons-nous et discutons ». C'est ça la solution, donc vous disiez tout à l'heure... C'est l'une des solutions. Parce qu'à partir du moment où on se met à discuter, quelles sont les voies? Et ça, peut-être, c'est le sujet d'un autre débat. Parce que chacun, si Ali a donné son idée tout à l'heure, qui est d'ailleurs la mienne, rappelez-vous, je l'avais développée en long, large et en travers sur Monde Afrique. Et à partir de là, il y a peut-être maintenant, il faut trouver une solution du juste milieu. Parce qu'on ne peut pas tirer toute la couverture à soi. Ni le Hirak dire « moi je fais tout moi-même » et l'armée de côté, parce que l'armée, elle est là. Elle est là, elle a son mot à dire, c'est une force de protection, il ne faut pas oublier. Et puis l'armée, continuer dans cette voie-là, c'est une voie, je le dis et le redis, c'est une voie suicidaire pour le pays et pour l'État. Très bien.
Hachmi, je veux aussi le point de vue du juriste, parce qu'on a le politique. Est-ce que techniquement, juridiquement, on parle tout à l'heure de l'article 7, l'article 8, on parle d'autres articles pour les élections. Si l'armée le voulait, on peut trouver une solution sans se référer à chaque fois à la légalité constitutionnelle comme ils le font. Oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire, on a les situations d'exception. Et la Constitution, elle est là. Maintenant, il y a beaucoup d'interventions, à mon avis, populistes. Je ne fais pas de politique, mais j'observe, j'écoute. Et puis qui disent que la Constitution, elle est morte dans son ensemble, comme si c'était un point indivisible, il n'y a plus rien à faire. Ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a certaines bases constitutionnelles qui demeurent, qui ont un effet juridique, notamment l'article 7. Et puis son application, sa concrétisation se trouverait également dans l'article 8. Donc il y a des possibilités. Moi, ce que je trouve comme attitude suicidaire d'une partie de l'état-major, alors que ça ne pourrait que servir ses propres intérêts, si cette partie de l'état-major devait accepter d'écouter l'autre partie qui veut aller dialoguer, qui veut aller négocier avec le Hirak, et là, je les trouve dans une situation. Pour vous, donc, il y a dissension au sein de l'état-major, oui, qui ne sont pas d'accord. Oui, oui, bien sûr, c'est évident, ça saute aux yeux. C'est-à-dire, il suffit vraiment d'écouter attentivement, d'analyser, de discuter avec les bonnes personnes, et puis c'est évident. Même, c'est-à-dire, la situation, elle évolue d'une manière complètement incohérente depuis, notamment le 22 février jusqu'à maintenant. Même si El Gaïd lui-même, dans ses propos, tantôt il est 102, tantôt l'article 7, et puis tantôt il faut aller aux élections, là déjà il y a une incohérence. Mais par contre, à l'intérieur, on voit qu'il n'y a pas, c'est pas uniforme. Et j'aimerais vraiment lancer un appel ici à ceux qui refusent de dialoguer. À mon avis, ils sont dans une attitude suicidaire et puis elle va péjorer l'intérêt de toute la République algérienne, du peuple algérien, et ils sont en train de mettre en danger même la stabilité géopolitique de toute la région et nous nous inquiétons vraiment beaucoup pour cela. Très bien, alors une question rapidement, parce qu'après on va revenir sur les gels, il nous reste le gel des avoirs, abordé, la loi sur les hydrocarbures, rapidement. Oui, vous avez abordé la question de l'état-major, donc voulez-vous dire que la partie que dit Gaïd Salah manipule le Hirak, que c'est elle qui est en train d'instrumentaliser les Hirak pour leur fin, est-ce que cette partie fait partie de l'état-major ? Ça, c'est les secrets des dieux, j'y suis pas. Hein. Mais par contre, il ne faut pas être naïf non plus. Dire que le Hirak n'est absolument pas manipulé, puis qu'il est un bloc homogène. L'Algérie représente l'équivalent de 25 États européens. C'est dire la diversité de ce territoire et de ce peuple. Donc, c'est tout à fait normal, il y a plusieurs idéologies, tout ce qui s'ensuit. Après, bien sûr que chaque groupe voudrait avoir la prééminence, la prédominance au sein du Hirak, tout ce qui s'ensuit. Et j'ai beaucoup de peine aussi à croire qu'aucun militaire n'a essayé au moins de soutenir. On avait vu plusieurs fois des interventions discrètes où ils disaient « nous soutenons le Hirak ». On avait vu des policiers pleurer même dans les... Oui, exact. Surtout ceux qui sont à la retraite, les invalides. La liste, elle est vraiment longue du corps militaire. Et le vrai sujet, c'est uniquement une partie de l'état-major de l'armée. Et puis, il ne faut pas mettre toute l'armée dans le même pot. Donc, j'espère avoir répondu. Oui, oui. On va revenir sur les gels des avoirs, mais je voudrais qu'on termine sur ça par une question. Ce n'est pas pour vous créer des problèmes avec l'opposition. Vous êtes de l'opposition en Algérie vous-même, même si votre parti Nida al-Watan n'a pas encore son agrément. Quand le Hirak, quand le peuple, j'allais dire, dit « Tinhaouga », y compris l'opposition, à votre avis, est-ce que tout le monde doit partir, on doit refaire tout à zéro ? Disons qu'il faut être honnête. Je commence par cela. C'est quoi l'honnêteté aujourd'hui ? L'honnêteté, c'est de reconnaître que le seul héros, c'est le peuple. Que le peuple ne se trompe pas. Or, le peuple dit « Itnahaouga ». Itnahaouga, ça veut dire quoi ? Les élites doivent lui donner un contenu concret parce qu'elles ont quand même elles savent quoi mettre dedans. Eh bien, ces élites
dont nous faisons partie, tous, on est nombreux, il y a une élite nombreuse en Algérie, disent que Tnahaouga, c'est le système qui doit partir. Or, par quoi le système est représenté? Il y a le pouvoir d'État et l'appareil d'État. Le pouvoir, c'est une partie est en prison, une autre partie est là, toujours là. L'appareil d'État, une partie de ses représentants est en prison, une autre partie est toujours en fonction. Mais c'est aussi tous les partis politiques, tous ceux qui participaient à l'environnement dans lequel s'exerçait l'ancien pouvoir. Je rappelle que ce pouvoir a autorisé à créer 60 partis. Ce n'est pas vous, c'est Mohand. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le peuple qui a agréé 60 partis. Et sur quelle base? Un parti comme le mien, qui satisfait à toutes les conditions, c'est le seul d'ailleurs, on lui interdit de déposer son dossier. On a instruit le ministère de l'Intérieur pour ne pas accepter le dossier de Nida Al-Watan. On peut revenir sur les raisons qui sont sans doute liées au travail que mène aujourd'hui c'est Lachmi et que j'ai mené autrefois au péril de ma vie. Mais là n'est pas le sujet. C'est pour le parti? C'est le parti personnel? Non, c'est personnel. Non, c'est personnel. C'est personnel. C'est parce que c'est moi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ils auraient accepté le dossier et puis ils auraient dit oui ou non, comme c'est le cas pour beaucoup de tabous, etc. Mais moi, non, c'est accès interdit du dossier. Donc, c'est un cas très particulier. Mais quel était le sens de votre question? Je disais donc l'opposition aujourd'hui, est-ce qu'elle a sa place? Est-ce que le peuple aussi dit oui, alors Itnahaouga, il faut être honnête. C'est pour ça que je vous dis très sincèrement, je ne prêche pas du tout pour ma paroisse. Je dis simplement, la scène est polluée. La scène politique est polluée. Qui est qui? Qui représente quoi? Est-ce que la sensibilité islamiste est représentée par Mokri ou par Ali Belhadj? Je vous pose une question. Très bien. Est-ce que la sensibilité démocrate est représentée par, je ne sais pas moi, par le RCD ou représentée par moi, dont le parti est interdit? Donc il faut assainir la situation pour que la transition, quand elle mettra en place les nouvelles règles du jeu, notamment une nouvelle loi sur les partis politiques, que tous les Algériens puissent concourir sur les mêmes bases, très bien. les mêmes lignes de départ. Vraiment une minute, parce qu'il nous reste quand même 2 points à aborder. Oui. J'imagine que vous n'êtes pas trop d'accord avec... Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut rester objectif. Objectif, ça veut dire quelqu'un qui est dans l'opposition, comme RCD, FFS, PT, PST, etc., c'est de l'opposition. Officiellement, c'est de l'opposition. Après, les grenouillages souterrains, ça, c'est pas mon problème. Par contre, Itnahaouga, ça suppose que tous les partis de l'alliance présidentielle qui ont voulu représenter un portrait aux élections pour un 5e mandat, tout cela doivent partir. Le gouvernement actuel, l'Assemblée, le Sénat, tout ça doit partir. Mais pourquoi je vais aller jusqu'à l'opposition? À ce moment-là, il faut aller même peut-être naher le concierge du coin parce qu'il a été soudoyé. Non, allez, on termine. Donc il faut poser une limite. Le système doit partir, c'est tout ce qui a fait le système Bouteflika, c'est-à-dire tous les cercles concentriques autour de Bouteflika. Les partis de l'opposition, ils seront écrémés par les élections. Quand il y aura des élections, ils seront écrémés. C'est le peuple qui doit décider qui est qui est démocrate ou pas démocrate. Le peuple, écoutez, l'Assemblée nationale ne comprend pas seulement les partis de l'alliance présidentielle. Je rappelle qu'il y a des partis dits d'opposition qui, par leur présence, cautionnent les décisions que prend cette Assemblée. On a donné des quotas. C'est pour ça que quand je dis disons-nous la vérité. Depuis le 22 février, il n'y a plus de place au mensonge. On nous ment, peuple algérien, on te ment du matin au soir. Et le peuple le sait quand il dit Tnahaouga, parce qu'il n'a pas confiance. Le Mokri, le parti Hams est à l'Assemblée nationale. Le RCD est à l'Assemblée nationale. Et c'est une présence qui est absolument, depuis le 22 février, anachronique. Ils sont en porte-à-faux. Maintenant, ils veulent avoir un pied dans le système, un pied en dehors du système. Et le peuple dit non à cela. Je ne vois pas en quoi ce serait dommageable, parce que je crois
que derrière la préoccupation de Sibelaïd, qui est tous un anarchiste, il ne veut pas qu'on fasse table rase, tabula rasa. Il craint les conséquences de cette table rase. Moi, je ne la crains pas, parce que je sais que tout est à reconstruire et qu'on reconstruit mieux sur du il faudrait vraiment qu'on avance, même si j'aime beaucoup moi les face-à-face. Hein. Je recevrai peut-être une autre fois pour un face-à-face, mais il faudrait que j'avance sur les gels. Une seule question rapidement. Juste, il va répondre par oui ou non. Il nous reste 5 minutes. Il faut qu'on avance sur les gels. À la fin, si tu veux poser la question. Alors, Maître Belhoussine Ajmi, donc il y a quelques mois que vous avez commencé, donc vous avez dit, vous avez parlé dans la presse, on va essayer de récupérer, au moins de geler ces avoirs des anciens responsables algériens. Vous en êtes où aujourd'hui? Si vous pouviez nous faire un état des lieux. On a plusieurs procédures qui sont en cours maintenant. Il y a 2-3 axes. J'avais commencé le 4 avril, j'ai déposé cette demande de gel auprès du gouvernement suisse. Ça, c'est une action, j'ai envie de dire, politique. Pourquoi? Parce que la Suisse a déjà, par le passé, pris ce type de décision 15 fois auparavant. Et la Suisse a dû restituer, contrairement à ce qui se dit beaucoup, a dû restituer récemment en Égypte, par exemple, c'était Suzanne, la femme de Hosni Moubarak, a dû restituer beaucoup d'argent. Et les États-Unis également veillent au grain. La Suisse a dû donner de l'argent aux États-Unis. On peut dire, ouais, bon, les États-Unis ont une administration forte et tout. Et le Mali. Même le Mali, ils ont obtenu un retour également de centaines de millions. Et j'en passe et des milliards. La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire récemment, il y a 8 exemples très parlants. Ça, c'est de la responsabilité politique du gouvernement suisse. Et ça a donné de l'effet. Quel est l'effet? D'un coup, comme par hasard, comme par miracle, il y a une circulaire qui a été donnée à toutes les banques de dire que tous les hauts fonctionnaires algériens qui détiennent des comptes dans des banques suisses, il faudra qu'ils se dépêchent, entre guillemets, de s'expliquer ou de prendre leur bagage avec un délai précis de 2 mois, ainsi de suite. Moi, ce que je regrette et ce qui je trouve vraiment blessant et indigne vis-à-vis de ce que fait ce peuple algérien, c'est que depuis le 4 avril, quelques politiciens et politiciennes algériens en Algérie, je trouve qu'ils sont en train d'insulter ce peuple-là. Pourquoi? Ils tiennent des discours, et on l'a vu, fait Zeralda, M. Slimani, il y a vraiment le précédent avant Zermaté. Il a été réuni Zama, et puis ils essaient de mettre en place des outils. Mais alors qu'ils pourraient séquestrer sur place en Algérie, et ils connaissent très très bien, il y a des juristes extrêmement compétents en Algérie et qui pourraient déjà enclencher la procédure en Algérie. Concrètement, Andek, Flan, Haddad, ils le prennent et lui disent l'hôtel TAC, tu as 70 millions d'euros à Barcelone, il faudra l'expliquer. Il faudra l'expliquer. Menin Djawak. Ça ne s'explique pas, ok. Alors il faudra signer. C'est ce que j'appellerais des négociations procédurales devant le juge d'instruction. Un de les compétences pour le faire. Rien n'a été entrepris jusqu'à maintenant et je souhaite vivement qu'il se dépêche de le faire. Et puis ici à l'étranger, ce qu'on fait, pour nous c'est très délicat. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir l'équilibre entre interdire toute ingérence par rapport à ce qui se passe en Algérie, ça c'est vraiment très important. Mais de l'autre côté, également mettre la pression pour essayer de diminuer un peu cette complicité qui se fait, notamment vis-à-vis de Chakib Khalil. Je ne comprends toujours pas pourquoi il ne se trouve pas encore en Algérie. J'en viens. Alors, on a abordé au niveau du Congrès américain, le Parlement canadien également, ici en Suisse, en Belgique, et il y a des activités qui se font. Je vous pose la question, et peut-être c'est une question partagée, puis après je reviens vers Mohamed pour une question. C'est vrai quand même qu'il y a eu des arrestations, c'est des faits inédits, des anciens premiers ministres ont été arrêtés, des ministres, des responsables, mais pourquoi dans la pratique, comme vous dites, dans la pratique juridique, parce qu'au final, les Algériens, ça les intéresse bien sûr que des responsables soient arrêtés, mais ça les intéresserait aussi qu'on récupère l'argent. Pourquoi rien n'est fait? Pourquoi il n'y a pas d'actes juridiques qui sont pris pour qu'on bloque justement cet argent? Sincèrement, parce que je pense que certains responsables veulent tromper ce peuple et font semblant de faire des démarches
Et il n'y a aucun acte concret en tant qu'avocat. Je ne vois aucun acte auquel je peux lui donner une lecture juridique en disant oui, ça c'est un acte procédural adapté au code de procédure. Nous avons tous les outils juridiques. Il n'y a aucun acte qui a été fait jusqu'à maintenant. Par contre, il ne faut vraiment pas confondre entre deux choses. Entre geler, c'est-à-dire soit c'est vraiment il y a une volonté politique et s'ils ne veulent pas, nous saurons nous constituer des parties civiles. Ça c'est une chose. Puis après, récupérer. C'est de l'argent qui appartient au peuple algérien. Seul l'État algérien est habilité à le faire. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour qu'il y ait une meilleure volonté politique et qu'il cesse de se foutre de la gueule. Vous étiez donc un ex-ministre. Vous êtes confronté peut-être à votre époque. Vous arrivez, vous voyez que vous vouliez mettre de l'ordre. Vous n'avez pas tenu beaucoup, peut-être un an. C'est difficile de lutter contre la corruption. C'est un métier très dangereux que de s'attaquer à la corruption en Algérie. C'est pour ça que je donne des conseils de prudence à Sidi Hachmi tout en l'encourageant à continuer ce travail, puisque moi-même j'ai eu à subir les foudres. En 91, j'avais, en tant que responsable de l'inspection générale des finances, diligenté des enquêtes et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait des contrats de corruption énormes et les responsables, 5 présidents de banques éjectés, le PDG de l'ENAPAL, 8 années de prison, etc. Et ce travail, on ne m'a pas laissé évidemment le continuer avec des menaces terribles. Et puis, un jour, je reviendrai sur ces détails qui sont vraiment qui ont de quoi faire peur. Mon départ du gouvernement ne s'explique par cela, et c'est le Premier ministre Sidi Ahmed Rouzali qui me l'a dit. Donc je n'invente rien. On lui a dit vous vous séparez de Ali Benouani, sinon c'est vous qui êtes mis à la porte. Et il s'en est excusé. Il m'a demandé pardon. Il avait les larmes aux yeux et c'est moi qui le consolais. Donc c'est une. Mais pour revenir à ce que disait Sidi Hachmi, il y a de quoi s'étonner effectivement que l'Algérie ne fasse même pas jouer l'entraide administrative. Aujourd'hui, avec l'entraide administrative, donc plus souple que la demande d'application en vertu des conventions d'entraide judiciaire. Aujourd'hui, l'entraide administrative permet de faire geler l'argent sur lequel pèsent des doutes. Et je prends l'exemple de Saipem. Pour moi, un des plus grands signes ou actes de bonne volonté de l'actuel pouvoir de fait, c'est de chercher, de se constituer partie civile pour récupérer les 198 millions de dollars. L'Italie, partie civile, l'affaire Saipem, vous vous rappelez? Ça veut dire que si l'argent est récupéré, il irait à l'Italie, alors que c'est de l'argent qui appartient au peuple algérien. Vous vous rendez compte? 198 millions de dollars sur une affaire. Voilà là comment la bonne volonté du pouvoir de fait actuel, n'est-ce pas, peut s'exprimer pour montrer sa disponibilité à aborder ce problème. Si elle ne le fait pas, et elle ne l'a toujours pas fait à ma connaissance, eh bien, pour moi, ce pouvoir est suspect. Moi, je ne peux pas lui faire confiance à partir du moment où de l'argent facile, c'est prouvé. Hein, c'est pas le parquet de Milan à enquêter. Il sait que cet argent, et en plus, il sait où il est parti. Ce sont des oligarques, ce sont des ministres, ce sont des responsables. Certains sont en prison, d'autres sont en liberté. Mais l'affaire Haddad aussi avec ses hôtels à Barcelone, c'est un scandale. C'est de l'argent qui appartient aux Algériens, qui devrait être immédiatement récupéré. Et puis au-delà de l'entraide judiciaire, au-delà du juridisme, il y a la volonté politique. Il ne s'agit pas d'aller demander l'aumône. Il s'agit d'aller voir tous les pays, les grands pays où se trouve cet argent en disant « Nous faisons de cette question une affaire de principe. Vous abritez l'argent qui appartient à des Algériens, notamment là où c'est facile et prouvable. Vous nous le rendez, sinon crise diplomatique entre votre pays et le nôtre. » Moi, j'aimerais poser la question à M. Bounouaï, qui vient juste d'aborder sur les finances et tout, mais dans un autre cadre, parce que beaucoup d'Algériens qui font de la politique et qui ne font pas de la politique aussi, disent que toutes les personnes et toutes les figures qui ont occupé des postes de responsabilité au sein du pouvoir depuis 62 à ce jour, vous pensez qu'elles font partie du système, comme pensent ces catégories des Algériens? La réponse est dans sa question, n'est-ce pas? Je répète, la réponse est dans votre question. Pour moi, les ministres qui ont été mis à la porte pour avoir dérangé les intérêts du pouvoir,
de la mafia qui gouvernait. Ceux-là sont des opposants, ceux-là sont honnêtes. Ceux qui ont accepté, qui ont fermé les yeux ou qui ont encouragé la corruption, bref, ceux qui sont restés et qui sont restés longtemps au pouvoir, ceux-là, évidemment, font partie du système. C'est pour ça que je dis, il y a des ministres qui ont été assassinés, n'est-ce pas? Moi, je suis un mort ressuscité en quelque sorte, mais Hamdi et plein de gens ont été retrouvés morts, suicidés, n'est-ce pas? Ils se sont, paraît-il, suicidés de 2 balles et des choses comme ça. C'est une époque trouble, n'est-ce pas? Les années 90, toute la lumière n'a pas été faite sur ces années. Le peuple est traumatisé, ça c'est un point positif. Nous ne voulons plus de violence parce qu'on sait que la violence profite au pouvoir. Très bien. Alors, avant de revenir vers vous sur la démarche, j'aimerais avoir le point de vue de M. Abban. Est-ce qu'on le disait tout à l'heure, ils veulent peut-être un changement dans le système, vous le disiez, ils veulent que le système perdure. Est-ce que finalement ces arrestations, c'est des arrestations un peu spectacle, c'est des arrestations pour la communication? D'abord, il y a la présomption d'innocence, il faudrait qu'on revienne parce que des fois, elle a été bafouée. Et de deux, finalement, on n'y va pas au fond des choses. Effectivement, ils sont en prison, mais là, on voit bien que l'argent reste toujours chez eux. Oui, je ne suis pas très qualifié pour parler des questions financières. Ce que je peux simplement dire, c'est que le pouvoir qui arrête sous forme de spectacle, comme vous le dites, a besoin de se débarrasser de l'étiquette dictature militaire qu'on lui colle. C'est de montrer que les choses se passent dans la transparence, la marche tranquille vers les tribunaux, etc., le passage au tribunal et puis le mandat de dépôt ou, comment on appelle ça, la détention. Détention préventive ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un aspect. Quant aux problèmes financiers, c'est très difficile. Moi, j'ai mis une phrase une fois dans un article, qui jugera qui? C'est qui jugera qui? C'est-à-dire qui demandera des comptes à qui? Parce que le système est complètement vermoulu et c'est ce que nous constatons de jour en jour. Chaque jour qui passe nous apporte la preuve que ce système-là ne peut pas être amendé parce que, comme on disait tout à l'heure, la partie immergée de l'iceberg, il vaut mieux pas la voir. Alors, est-ce que, quand même, votre démarche, d'abord c'est une démarche, j'imagine que vous êtes positif, qui pourrait aboutir, même si on voit que c'est très difficile, et puis est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce qu'il y a d'autres confrères avec vous, finalement, où vous vous retrouvez seul? Oui, effectivement, au départ, je suis parti tout seul. Et ce qui est magique dans ce peuple, et c'est vraiment pas que des mots, mais c'est une sincérité, c'est que d'un coup, il y a une fraternité qui est née, particulièrement, elle était existante ou préexistante, mais maintenant, elle est sortie en coming out depuis le 22 février. Et d'un coup, il y a une avocate, par exemple, Jamila, au Canada, elle me téléphone, elle me dit, je vais tout mettre, et puis je prends une année sabbatique, je ne vais pas travailler, et puis je vais me consacrer uniquement à cela. Un autre de mes confrères, Shafir également à Dallas, mais c'est juste impressionnant. Impressionnant. Il travaille jour et nuit, ce type-là, juste pour pouvoir faire, justement, accompagner toutes ces procédures qu'on est en train de mener. On a créé une association avec des statuts, elle a un statut juridique, nous sommes habilités à agir en justice pour se constituer partie civile, tout ce qui s'ensuit. Là, donc, nous avons la structure juridique, nous avons les compétences, et il y a beaucoup qui nous rejoignent depuis Lyon, Paris, même à Vienne, à Francfort. Et c'est vraiment beaucoup de villes au monde. Et il y a des retours, il y a aujourd'hui, vous en êtes où quand on dit, pour le moment, il y a un cas qui a été traité, vous avez un retour ou pas encore, vous êtes dans les démarches? Oui, tout à fait, nous avons plusieurs démarches, mais ça devient une justice de spectacle, ça, j'ai pas envie d'en parler, très franchement. Je pense que l'humilité oblige de rester discret, mais oui, j'ai des dossiers entre les mains. J'y travaille. Vous l'avez soulevé tout à l'heure, ce qui est très important, c'est qu'il faut aussi, c'est-à-dire garder une certaine éthique professionnelle. Pourquoi? Parce que derrière, c'est des êtres humains, c'est des familles. Parce qu'il y a la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, mais surtout la manipulation. Des fois, je reçois des dossiers par besoin de vengeance.
Et là, le travail, on le fait, je ne le fais pas. Et puis quand j'ai un avis, je le soumets à mes confrères, des Algériennes et Algériens. Et puis ensuite, quand on démarre, mais oui, nous avons des dossiers entre les mains. Rapidement, parce qu'il nous reste aussi la loi sur les hydrocarbures, il nous reste 5 minutes. C'est par rapport aux arrestations et tout. Donc nous avons vu des personnalités, des partis politiques même étrangers, des associations qui ont apporté leur solidarité internationale en faveur des détenus politiques en Algérie. Donc je ne sais pas, vous, est-ce que vous avez, avec les autres juristes avec qui vous travaillez, est-ce que vous avez saisi les hautes instances des droits de l'homme internationaux? Oui, bien sûr. Je viens de revenir de New York. On en a parlé déjà. Oui, et je donne un exemple. De leur réponse, est-ce qu'ils ont mais vraiment, en une phrase, on en a parlé au début, parce qu'il nous reste la loi sur les hydrocarbures. On est arrivé même à envoyer des courriers au chef d'État par intérim, M. Ben Salah. C'était très important. Et puis, ce n'est pas uniquement à mon nom, c'est aussi au nom d'Algériens sans frontières, qui est une association, au nom des ONG de défense des droits de l'homme, tout ce qui s'ensuit. Et puis, ils ne peuvent pas ignorer ces courriers. Ce n'est pas possible. Très bien. Et puis, on termine, comme on le disait, par cette loi sur les hydrocarbures, donc, qui est passée devant le Conseil des ministres. Je vous laisse d'abord voir ce petit reportage et puis on revient, on termine par quelques questions sur cette loi. aller très loin pour gérer l'Algérie. يروحوا هما برك. هاد العصابة نحوها تروح. Elle a fait trop de mal pour notre Algérie ولولادنا سي نورمال ولادنا تاع الجزائر. حنا لا دياسبورا الجيريان رانا معاهم ميم رانا هنايا رانا نحاربوا مع لي زالجيريان تاعنا تاع الجزائر نتعاونوا عليهم باش نقلعوهم كاع باسكو دارت بزاف وكثرت على ما وصلت. Ça a duré 7 mois, ça devrait durer 7 mois encore, on est optimiste et on ne lâchera pas jusqu'à ce qu'on libère le pays. De quoi on va libérer? C'est de faire partir tout le régime Bouteflika, tous ces 100 000 hauts fonctionnaires toujours en place, à commencer par l'Assemblée populaire nationale, qui ne sont plus légitimes, et le gouvernement qui n'est plus légitime, ces gens-là, ils vont partir. La révolution, c'est pour construire une Algérie nouvelle et démocratique, avec un président élu démocratiquement, des députés élus démocratiquement, c'est avec ça qu'on va construire une nouvelle Algérie. On ne lâchera pas l'affaire, on est patient et on est pacifique. Bien sûr, si on reste mobilisé, si on reste unis, si on reste optimiste, si on reste engagé, bien sûr, il va aboutir. Le Hirak, déjà, dans son pacifisme, est exemplaire. Donc il faut qu'il reste dans le pacifisme malgré les provocations. Et puis, chaque pays a son histoire. On ne peut pas dire qu'on va être comme la Tunisie ou comme le Soudan. Je crois que c'est quand même des situations tout à fait différentes.
Alors bien, donc, on vient de voir ce reportage sur cette loi sur les hydrocarbures. Monsieur Ali Bounoual, vous qui êtes spécialiste donc, des finances, je vais vous poser deux questions. D'abord, pourquoi ce refus, pourquoi le peuple se lève comme un seul homme, il dit non à cette loi des hydrocarbures? J'ai l'impression que personne ne l'a lu. Et la deuxième question, pourquoi le gouvernement et l'armée qui gère de fait le pays, pourquoi elle décide à ce moment, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire passer cette loi à mon avis, c'est le résultat de pression internationale, ce qui témoigne d'ailleurs de notre perte de souveraineté dans un domaine sensible. Mais une chose est certaine, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ce gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes n'a aucun droit, ni lui, ni cette Assemblée, cette APN fantoche, ce Parlement fantoche, ni le gouvernement, ni le Parlement n'ont le droit de statuer sur une question aussi sensible. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi, même si vous le dites dans la forme elle-même, vous refusez, vous dites que ce n'est pas le moment, mais finalement, pourquoi ce rejet? Ce qui est avancé comme argument, c'est que nous avons toutes les raisons de craindre une diminution de notre potentiel de production et donc d'exportation. Ceci, c'est l'argument qui a été avancé. D'ici 2030, on n'aura pas de gaz plus de gaz à exporter. Or, ces dernières années, il y a eu très peu d'exploration, très peu d'investisseurs étrangers, et donc il faut encourager les investisseurs étrangers à revenir dans notre pays pour pouvoir booster l'exploration, la production, etc. Mais pourquoi cet empressement? Pourquoi cet empressement? Pourquoi vouloir faire passer cette loi, encore une fois, par un Parlement non représentatif et un gouvernement non représentatif, dont le chef, dont le Premier ministre a été nommé par Bouteflika? Le peuple ne peut pas comprendre. Même si cette loi était excellente, les gens seraient contre, parce que ce n'est pas à ce gouvernement ni à ce Parlement de l'adopter. Voulez-vous dire que ce projet de loi a été fait pour séduire les puissances internationales, pour avoir le soutien et se maintenir en Il y a des pressions, oui. C'est une très bonne question. Oui, parce que pourquoi cet empressement? Parce que la question se résume à cela. Et cet empressement ne peut venir que de pression internationale. Et là, le peuple l'a compris. Il a immédiatement compris qu'il y a des pressions, d'ailleurs c'est dit dans le truc, préconsultation des compagnies pétrolières américaines, etc. Nous avons été amenés à modifier la loi dans le sens qu'ils souhaitaient. C'est bien la preuve que les pressions des grandes compagnies pétrolières ou des grands pays ont été déterminants. Je ne vois pas d'autres raisons, parce que sinon, pourquoi ouvrir un front supplémentaire? Pourquoi le pouvoir de fait, le pouvoir réel qui attend dans lui, ouvre encore un front s'il n'était pas acculé à le faire par des pressions étrangères? Finalement, on est obligé de rassurer la communauté internationale. Il y a cette loi, il y a peut-être l'article 51-49, on pourrait aussi le modifier. Justement, pour rester au pouvoir, on a besoin de négocier, de rassurer. Oui, je pense que c'est un deal. On vous donne des facilités pour l'exploitation du pétrole. Laissez-nous faire la politique. Soutenez-nous dans le projet autoritaire que nous sommes en train de mettre au point. Et le peuple, effectivement, le peuple qui marche, effectivement, ne sait pas ce qu'il y a dans cette loi. Moi-même, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans cette loi parce que je ne suis pas intéressé de près. Mais le simple fait qu'un gouvernement non légitime et une assemblée non légitime ait pu statuer sur ça est un sujet de suspicion. C'est ça le véritable problème. L'Assemblée actuelle, comme le pouvoir de fait, n'ont pas de légitimité. L'un a décidé de l'avenir politique du pays et l'autre a décidé de l'avenir économique du pays. Voilà Est-ce que finalement, en dehors de cette loi, en dehors de cette dépendance donc, aux hydrocarbures, aujourd'hui, il y a une crise, vous le disiez tout au début, la crise économique, elle est là, sinon elle va arriver. Est-ce que l'Algérie peut faire autrement finalement pour s'en sortir économiquement? Faire autrement que quoi? Que d'être dépendant au pétrole et bien sûr, de remettre à chaque fois en cause sa souveraineté. L'Algérie a besoin de réformes structurelles profondes dont le résultat ne se verra qu'au bout de 5 à 10 ans au mieux, au plus tôt. Plus tôt on commence et plus tôt on verra le résultat de ces réformes, parce que c'est un immense chantier. Tous les secteurs doivent être réformés, le secteur politique, n'est-ce pas, la justice, les institutions doivent être revues, mais également la monnaie, le secteur financier, mais également la santé, mais l'environnement.
tous les secteurs. Donc un immense chantier, donc des réformes profondes et durables qui demandent du temps. Et ce gouvernement n'a certainement pas la légitimité parce que pour pouvoir réussir toutes ces réformes, il faudra un gouvernement très très fort, un pouvoir très fort parce que ces réformes engendreront de l'austérité. Et cette austérité devra être partagée et devra être assumée par un pouvoir politique légitime. Et puis j'ajoute que la crise, de toute façon, nous nous en approchons. Elle sera là et elle nous fera comme un typhon, n'est-ce pas, dont on suit l'évolution et on sait qu'il frappera tel pays tel jour. Eh bien, nous le savons. Et donc, nous sommes déjà en retard par rapport à cet enjeu. Et c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens, dont moi, et dans l'approche même des solutions politiques. Si nous ne tenons pas compte de cette contrainte, nous taperons à côté de la plaque. Parce que la transition, nous sommes tous d'accord pour qu'elle prenne du temps, pour avoir une très belle transition, qu'on prenne le temps de discuter de la Constitution. Et moi, le premier, je suis pour. Mais nous n'avons pas le temps, malheureusement. Tel est le problème. Et l'armée dit, oui, pour cette raison, il faut aller vite. Mais très bien. Bonne question, mais mauvaise solution. Et puis, j'aimerais vous la poser pour tous, même si j'ai une autre question pour vous. D'abord, je pose la question pour vous, le juriste, et puis on terminera par une dernière question ou un dernier mot pour chacun. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, il y a peut-être les magistrats eux-mêmes qui se préparent pour rejoindre le mouvement et les avocats. On les a vus au début, on s'est dit peut-être c'était l'occasion pour que les magistrats, les juges se prennent en main et se disent c'est fini la justice aux ordres. Ils auraient pu vraiment incarner un quatrième pouvoir. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que la SA base, donc ces voyous, les quelques voyous qui sont au pouvoir, ils ont compris que ces quelques magistrats représentaient un danger pour eux. Pourquoi? Parce que ces magistrats, en réalité, c'est le bras articulé de la répression utilisée par les quelques gens qui sont au pouvoir. C'est pour ça qu'ils leur ont augmenté la pression. Je suis au courant de certaines histoires qui se passent. J'ai vu les pressions que subissent certains procureurs, des juges d'instruction et des magistrats de cour, des présidents de cour. Ils ont augmenté. Alors, ce qu'ils ont fait, ils se sont regroupés différemment. Ils ne pouvaient plus faire confiance aux syndicats qu'ils avaient auparavant. Donc, ils ont dû se restructurer. Et le résultat, normalement, on le verra le 24 octobre. Très bien. Et puis, on en termine par une dernière pour vous tous. Je vous pose la même question. Vous pensez que cette jeunesse qu'on voit tous les jours sortir en Algérie et un peu partout dans le monde est capable d'apporter ce changement sans verser une goutte de sang? Sans verser une nous l'espérons tous, bien sûr. On ne lit pas dans l'avenir. Par contre, c'est à la jeunesse d'apporter des solutions. Maintenant, il est temps de passer le flambeau. C'est la jeunesse, la compétence et la démocratie. On ne peut pas y couper. Si on veut faire évoluer ce pays, il faut remettre le pouvoir à une jeunesse instruite, qui a des diplômes et qui a une vision. C'est la première richesse de l'Algérie, la jeunesse. Bien sûr. C'est pour ça que lors d'une de mes apparitions en place de la République, j'ai eu beaucoup de succès juste en disant gouvernement de 30 ans. Nous voulons un gouvernement de 30 ans. Et un des responsables des partis à Alger, une semaine après, il me dit « Heretna, Serli, qu'est-ce que tu as dit à Paris ?» Heretna, je lui dis « Mais qu'est-ce que j'ai dit ?» Il m'a dit « Tu as parlé d'un gouvernement de 30 ans. Et nous ?» Je lui dis « Mais à ce point, tu es inquiète à ce point ?» Mais gouvernement de 30 ans, d'ailleurs, si c'est arrivé à son oreille, c'est parce que les gens l'ont capté. Et quand on m'a dit on a besoin de vous, j'ai dit oui, mais nous pouvons être conseillers derrière. Mais c'est fini, c'est tout de suite, c'est maintenant que les jeunes doivent prendre le pouvoir. Nous, on peut être conseillés par derrière. Le plus jeune d'entre nous, le trentenaire. Oui, je ne suis pas encore trentenaire. J'avais posé la question à M. Belaïd Aben, bien évidemment. Mais vraiment rapidement, oui, rapidement. Parce que je voulais qu'on arrête les questions. Le prison intéresse la jeunesse et l'avenir l'appartient. Donc, pendant la guerre de la Révolution, c'est les jeunes qui ont organisé le congrès de la Somme. Pensez-vous qu'aujourd'hui, peut-on y aller vers un congrès rassembleur des Algériennes et des Algériens pour aller vers une issue Exactement. C'est ce qui se profile d'ailleurs. Si l'armée faisait un pas vers le Hirak, je suis persuadé que c'est une grande conférence nationale qui va désigner par la voie extraordinaire, parce que nous sommes en situation révolutionnaire, donc qui va désigner un directoire national souverain de transition.
et c'est le thème que nous allons aborder tout à l'heure. Je ne veux pas trop en parler maintenant. Mais c'est la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse. Pareil pour vous, donc c'est jeune. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ces jeunes? Juste continuez comme vous êtes. C'est très intelligent ce que vous faites. Vous avez beaucoup de patience, beaucoup de loyauté et de pacifisme. Et c'est juste magnifique parce que je vois comment ils se sont organisés, structurés entre les différentes universités. Il y a 40 universités, maintenant ils se parlent, ils ont des délégués. C'est pas toujours facile, je leur dis, maintenez, c'est vraiment formidable. Mon fils prépare son baccalauréat en Suisse. Le sujet en histoire, c'est le Hirak, pour le dire. Bravo. Très bien, merci à vous tous. Merci d'être venus. Merci à vous d'être restés avec nous. J'espère vous retrouver bientôt. D'ici là, restez avec Euromad News. Au revoir, à bientôt.